Mais je trouve que la République n'a pas assez cherché dans cette affaire l'occasion d'une grande catharsis et surtout l'occasion de tirer des enseignements de ce qui aurait dû être évité, qui ne l'a pas été. Et ça aurait été l'occasion, je crois, de repenser un peu la protection des professeurs, la protection des collèges, les atteintes à la laïcité, la situation de notre corps professoral. Tout ça sont des ingrédients de ce livre qu'il faut comprendre comme étant un livre qui permet de comprendre la tragédie de Samuel Paty. Stéphane Simon, bonjour, merci de nous avoir rendu visite à Boulevard Voltaire. Vous êtes producteur de télévision, vous êtes éditeur de sites et de chaînes web. Vous avez fondé l'agence de production Télé Paris. Vous avez été longtemps le producteur de Thierry Ardisson et aujourd'hui, vous avez de très nombreux journaux en ligne. Vous avez la web télévision de Michel Onfray, c'est vous. Goldnadel, c'est vous aussi. Polony TV, c'est encore vous. La revue Front Populaire avec le même Michel Onfray, c'est toujours vous. Et le média Néo aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis vous venez, on en dira quelques mots tout à l'heure, de lancer un nouveau média qui s'appelle Factuel avec Christine Kelly en tête d'affiche. Alors vous avez un CV bien rempli, notamment en émission de télévision, puisque vous avez longtemps travaillé avec Thierry Ardisson, entre autres, Rive droite, Rive gauche, 93 Faubourg Saint-Honoré, Le Cercle, on se souvient de toutes ces émissions qui ont été vraiment marquantes à la télévision, Salut les Terriens, et derrière Ardisson, il y avait un producteur de télévision, et ce producteur, c'était vous. Vous vous définissez comme un journaliste indépendant et un citoyen libre, et vous sortez votre premier livre, qui est ici, donc Les derniers jours de Samuel Paty. Il paraît aux éditions Plomb. Première question, Stéphane Simon. D'abord, on sent une certaine gêne avec Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine et au-delà. Ouais. Où il a été assassiné le 16 octobre 2020, mais aussi au-delà, il y a des hommages discrets, sa statue, son buste qui a été fait, et qui existe, qui est signé Nacera Keinou. Il n'a pas été installé à Conflans-Sainte-Honorine, et le collège qui devait être rebaptisé Collège Samuel Paty, pour l'instant il n'a pas été rebaptisé. Pourquoi ? C'est assez caractéristique, effectivement, c'est bien de commencer par là, parce que la gêne qu'il y a vis-à-vis de la célébration de la mémoire de Samuel Paty en dit long encore sur l'absence d'autopsie qui a été faite au sens le plus large qui soit sur sa mort, et sur la peur que l'on a de ce traumatisme qui est une espèce de tragédie nationale. Et en enquêtant sur cette affaire, en essayant sur 250 pages de remettre chaque pièce du puzzle dans l'ordre chronologique pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé pendant 11 jours à Conflans-Sainte-Honorine, on a aussi découvert que l'idée qui avait été soumise à l'époque de sa mort, qui était de déposer un buste en bronze avec son nom devant le collège, avait été abandonnée. Et pourquoi abandonnée ? Parce que le maire, en particulier, trouvait gênant qu'il y ait le nom de Samuel Paty sous le bronze. Il avait peur que soit vandalisé le nom de Samuel Paty, et il a soumis l'idée un peu saugrenue à la famille que le buste soit posé, mais pas le nom. La famille a dit, si vous avez honte du nom que notre fils portait, dans ces conditions, on va peut-être renoncer carrément au buste. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, le buste de l'artiste est dans un entrepôt et il n'est pas prêt d'en sortir. Il y a, fort heureusement, quelques célébrations assez courageuses, ici ou là, en France, de maires indépendants, qui disent tant pis, nous on n'a pas peur de raviver les blessures, on n'a pas peur de célébrer la mémoire de Samuel Paty, et c'est tant mieux. Donc ici ou là, il y a un square, une école maternelle, une ruelle qui porte le nom de Samuel Paty, mais c'est encore très timide. Il y a quelques dizaines de petits lieux comme ça, en général assez petits, une médiathèque, vous voyez, des choses comme ça qui portent le nom de ce professeur. Mais je trouve que
la République n'a pas assez cherché dans cette affaire l'occasion d'une grande catharsis et surtout l'occasion de tirer des enseignements de ce qui aurait dû être évité, qui ne l'a pas été. Et ça aurait été l'occasion, je crois, de repenser un peu la protection des professeurs, la protection des collèges, les atteintes à la laïcité, la situation de notre corps professoral. Tout ça sont des ingrédients de ce livre qu'il faut comprendre comme étant un livre qui permet de comprendre la tragédie de Samuel Paty avec des pièces totalement inédites. On a eu accès à beaucoup de choses. On a eu accès et on publie les échanges de mails entre les uns les autres, les courriers internes entre les professeurs. Bref, on a vraiment voulu faire quelque chose qui permette à chacun et collectivement de tirer les leçons de cette tragique assassinat et décapitation d'un professeur, parce que c'est quand même ça, c'est une abomination absolue cette affaire Paty. Oui, alors c'est passionnant parce qu'on suit de fait jour par jour, c'est un rétro-planning presque jusqu'à... Oui, ça se lit comme une enquête, c'est une enquête, ça a une chronologie, c'est un peu, pardonnez-moi de la comparaison. Et donc il y a une poussée de la dramaturgie au fur et à mesure des chapitres et on voit comment cette mécanique infernale arrive jusqu'à ce drame absolument terrible, quoi. Ouais. Tout le monde connaît la fin de cette affaire, on sait que ce professeur a été sacrifié, assassiné, décapité, à quelques dizaines de mètres de l'entrée de son collège. Mais finalement, la presse a écrit ici ou là des petites choses, mais il manquait la vision panoramique, la vision à 360 degrés de ces 11 jours, qui permet à chacun de comprendre le fil des responsabilités, la causalité, les relations qui se jouent, les failles de l'administration, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit l'Éducation nationale. Il manquait une grande enquête sur cette tragédie. C'est ça, alors c'est passionnant, on va y revenir, mais vous écrivez « Jamais, jusqu'ici, on n'avait vu la tête d'un instituteur rouler dans le caniveau. La République se faisait respecter, elle n'avait pas peur de le faire, et c'est pour ça qu'elle était respectée. Ouais. » Est-ce que c'est une étape civilisationnelle? Comment est-ce que vous voyez cette rupture? Qu'est-ce que ça signifie, cette première, si on peut dire? Il se trouve que si j'ai fait ce livre, c'est d'une part pour permettre cette enquête, mais d'autre part parce qu'elle me renvoyait à quelque chose de très personnel. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'instituteur et de professeur. Donc je sais, je connais, j'ai grandi dans le partage de ces atmosphères de salle des profs, des problèmes, des difficultés avec les parents d'élèves, etc. Je connais tout ça intimement, je suis tenté de dire. Et je me souviens des conversations que j'avais avec mon grand-père sur ses débuts dans la Vendée, dans les années 30, 1930 pour le coup. Ils arrivaient dans une terre qui n'était pas facile, qui avait vu les républicains commettre des exactions terribles. On se souvient des colonnes Turreau, etc. Lui, c'était un hussard noir de la République. Il arrivait, il avait pour mission d'apprendre le français à des enfants qui ne parlaient pas le français, qui parlaient maraîchin, boquin. Et malgré tout, ils étaient extrêmement respectés. Ils étaient considérés comme des sachants qu'il fallait respecter et jamais on n'aurait pu imaginer des élèves sacrifier leurs professeurs comme ça. Donc je me suis demandé, avant de commencer à rédiger ce livre, que si c'était pas l'occasion aussi de dire un certain nombre de choses sur l'évolution de notre société. Qu'est-ce qui a rendu possible que 100 ans plus tard, on voit rouler la tête d'un professeur dans le caniveau? Alors justement, la question, est-ce qu'à 2 ou 3 grands traits, on peut expliquer? Alors vous le racontez dans le livre, par les faits. Il y a notamment cet enfer vécu par les professeurs, avec face à eux une haine de la France qui est incroyable et qui est portée par des élèves difficiles. Vous parlez longuement de cet élève Zora qui est extrêmement soutenu par sa famille et qui va finalement lancer toute cette cabale contre Samuel Paty, notamment sur Facebook. Le père va accabler ce professeur et c'est cette famille qui va exiger des excuses, puis le renvoi de Samuel Paty, mobiliser un faux représentant des imams, vous racontez tout ça, point par point. Menacer de convoquer la presse, menacer de faire une grande manifestation devant le collège, enfin... Et elle se plaindra même d'un cours auquel elle n'était pas. En fait, ça part d'un mensonge. Toute cette affaire Paty repose d'abord sur un mensonge.
Sur une élève qui est en difficulté, l'école est commencée depuis à peine un mois, elle a déjà 11 inscriptions au cahier de correspondance, elle sèche les cours, elle se bat à la cantine avec des aliments, elle ne veut pas porter le masque alors qu'on est en pleine période de Covid. Cette élève est problématique. Et en fait, la directrice, la principale, décide de sanctionner cet élève d'une exclusion. Et elle va mentir à sa famille. Elle va dire qu'elle a été virée parce qu'elle n'a pas voulu sortir comme Samuel Paty demandait au moment où il allait montrer les caricatures de Charlie Hebdo. Ce n'est absolument faux. Elle n'était même pas là le jour du cours de Samuel Paty. Donc on voit que le point de départ, c'est un énorme mensonge et qui ne va pas du tout refroidir le père de famille, qui jusqu'au bout, et même encore au moment où on se parle, continue de croire à la version de sa fille, même si on lui a montré l'évidence aujourd'hui que sa fille a menti. Il continue à dire qu'elle n'a pas menti et il continue à maintenir que de toute façon, ce professeur, en se comportant ainsi, mettait en danger les élèves musulmans. Enfin, c'est toute une fantaisie invraisemblable dont on pourrait trouver qu'elle est drôle si elle n'avait pas conduit sur l'élimination en bout de cause, en bout de chaîne. Elle a conduit à l'élimination, encore une fois, d'un professeur qui n'a fait, je voudrais insister là-dessus, que son travail. Il fait un cours d'éducation morale et civique qui est un cours extrêmement banal et demandé par l'éducation nationale. Il le fait, comme c'est un professeur passionné, de façon très vivante. Son cours s'appelle « Situation dilemme ». Être ou ne pas être Charlie. Et comme c'est quelqu'un qui veut rendre vivant, interactif son cours, il fait un grand trait sur le tableau noir. D'un côté, je suis Charlie, de l'autre côté, je ne suis pas Charlie. Et il explique que d'un côté, il y a la liberté d'expression auquel on est attaché en France. De l'autre côté, il y a le manque de respect des religions qui peut être problématique. Vous voyez, il fait un cours très équilibré. D'ailleurs, ce cours se termine par, quoi qu'il en soit, on ne meurt pas en France, on ne doit pas sacrifier la vie, y compris de ceux qui peuvent faire des caricatures, parce que la vie est sacrée. Donc c'est un laïc apaisé, c'est quelqu'un de raisonnable et de raisonné, Samuel Paty. Et quand il prend la décision de montrer les caricatures de Charlie Hebdo, il ne fait que son travail en utilisant le matériel pédagogique qui est mis à disposition par le réseau Canopé, c'est-à-dire le réseau de fourniture de matériel pédagogique aux enseignants. Donc il ne fait rien d'extraordinaire, d'ubuesque. Il ne sort pas des rails, en tout cas. Non, il ne sort pas des rails. Et comme c'est encore une fois un laïc apaisé, quelqu'un d'assez bienveillant, il se dit que dans sa classe, peut-être quelques âmes sensibles seraient gênées à regarder ces caricatures. Donc il dit, bah écoutez, vous pouvez aller avec l'assistante de vie scolaire dans le couloir, le temps qu'on regarde ces caricatures, ça ne dure que 2 minutes sur un ensemble d'1 heure, donc ça va très vite. Et le lendemain, pour son autre classe qui participe, qui a la même cours, eh bien il dira, bah, vous pouvez tourner le regard si vous n'avez pas envie de regarder ces caricatures. Mais voilà, ce professeur n'a rien à se reprocher en vérité, rien du tout. Et il va devenir, à cause de ce mensonge, la proie d'abord du père de famille, la cible du père de famille qui vient avec un ami islamiste à lui qui est d'ailleurs une caricature de tous les combats pour la sphère islamiste, c'est-à-dire le port du voile de l'abaya depuis les années 80, compagnon de route de Dieudonné, qui a insulté l'imam Chalgouni, le traitant d'imam des Juifs, qui a insulté Manuel Valls, enfin un personnage exécrable, vraiment, véritablement, et ces 2 personnes vont menacer la principale, vont menacer le collège, en menaçant d'avertir les journalistes. D'ailleurs, il faut qu'on fasse notre examen, nous aussi, de conscience. Quand on est sollicité comme ça, il faut se dire qu'on peut être sollicité à mauvais escient. On peut, nous autres, les journalistes, être manipulés par des gens qui ont intérêt à accréditer l'idée d'une islamophobie, etc., qui là, en l'occurrence, est totalement imaginaire dans cette affaire. Donc voilà, cette affaire Paty part de ce mensonge. Le travail du professeur est exemplaire et pourtant, ce professeur va se retrouver sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi ça qui est de notre époque, c'est-à-dire qu'en étant désigné à la vindicte sur les réseaux sociaux, eh bien progressivement, et ça va tomber entre les mains d'autres personnes sur le territoire français qui vont se dire qu'il y a à Conflans-Sainte-Honorine un homme à abattre et
il va y avoir un certain Abdullah Anzorov qui va tomber sur les vidéos de M. Sefrioui et Chnina et qui va se dire qu'il faut faire justice. Et c'est quelqu'un qui a envie de passer à l'acte depuis un moment, qui est un candidat au djihad. Et il habite pas du tout à Conflans-Sainte-Honorine, qui est une petite ville assez paisible, somme toute, par rapport à Évreux, d'où il vient. Il habite Évreux, cet Abdullah Anzorov. Il va aller à Rouen chercher des armes, un pistolet à air comprimé et des couteaux. Et puis, il va en Blablacar aller à Conflans-Sainte-Honorine. C'est une espèce de pied nickelé du djihad, si vous voulez. Mais ce faisant, il n'a en face de lui rien ni personne pour s'opposer à son c'est ça qui est terrible qui est assez incroyable et que vous racontez très bien. Vous racontez très bien l'ébullition dans les milieux musulmans, les gens qui se montent un peu la tête, avec d'ailleurs une bonne part d'erreur. Et en face de cette propagande salafiste très menaçante à l'égard du système éducatif français, eh bien, on sent que ça flotte un peu, on s'appuie sur une laïcité, mais est-ce que la laïcité a vraiment encore un sens? Est-ce que le cours valeurs de la République, dont vous parlez aussi dans ce livre, puisqu'il est imposé, est-ce que ce cours a encore aussi un sens, une efficacité? Et puis, il y a un référent laïcité dans ce collège qui sollicite un rendez-vous sur les règles de la laïcité, un rendez-vous avec Samuel Paty pour un peu lui tirer l'oreille. Oui. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va... C'est ça qui est absolument écœurant aussi dans cette affaire, c'est qu'on va exiger... Donc, nos grands principes paraissent un peu dérisoires et même peut-être presque contre-productifs. Mais même, ce qui est terrible, c'est qu'il y a cette trouille qui est des vagues, cette trouille de l'autorité qui fait que, eh bien, on préfère demander à Samuel Paty, avant même de l'avoir entendu, de s'excuser auprès des parents d'élèves, plutôt que d'écouter ce qu'il a à dire. C'est-à-dire, lui, il sait que la gamine n'était pas dans le cours, mais la principale demandera à Samuel Paty de s'excuser avant même de comprendre que cette gamine est une fieffée menteuse. Donc, c'est fou comme ce qui doit protéger les professeurs, c'est-à-dire la hiérarchie jusqu'au ministère, même avec les échelons intermédiaires que sont le rectorat, eh bien c'est fou comme ils sont terrorisés à l'idée de faire du moindre petit problème qui pourrait y avoir. Donc, on exige d'un professeur qui n'a fait rien de mal de s'excuser, d'expliquer qu'il a été maladroit, ce d'ailleurs à quoi consent de bonne grâce Samuel Paty, et qui, encore une fois, n'est pas un esprit échauffé, qui veut avoir raison à tout prix. Mais, ce faisant aussi, on montre à quel point eh ben, on baisse la garde systématiquement, et ça, c'est très problématique. On sent bien que l'institution n'est pas faite pour se bagarrer, pour mener un bras de fer contre un islamisme radical très sûr de lui, très puissant, très offensif. C'est-à-dire qu'on sait, pardon, et vous racontez même que Samuel Paty est lâché par une bonne partie de ses collègues. Oui, il se trouve que, je ne veux pas généraliser, il y a des professeurs qui ont été... je dirais, d'un bon compagnonnage, qui ont été solidaires de Samuel Paty. Je pense à deux d'entre eux en particulier. Et puis, il y en a d'autres je pense à 3 d'entre eux en particulier, qui n'ont pas du tout été ce qu'on appelle corporate dans le milieu de l'entreprise. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas soutenu Samuel Paty, mais ils ont été, jusqu'au lundi précédent sa mort, c'est la mort intervenant le vendredi, ils l'ont accueilli en disant « Tu as merdé, Samuel ». Certains menacent d'écrire à l'académie pour dire « Tu mets en danger le collège », etc. Il n'y a aucune espèce d'empathie vis-à-vis du professeur. Ça, c'est problématique. Alors, attention, il y a une écrasante majorité de ces professeurs qui s'est tue et qui n'a pas été de ceux qui ont accablé Samuel Paty. Mais bon sang, il y a aussi des professeurs qui ont manqué sacrément de confraternité vis-à-vis de leurs collègues. Voilà, ça c'est la réalité qu'on veut dépeindre. Elle est difficile à entendre chez certains professeurs. J'ai entendu dire d'ailleurs que certains, il y en a 1 ou 2 au moins, qui ont contacté le journal Libération pour dire « Oh là là, c'est pas bien ce livre, il jette l'opprobre sur les professeurs ». Moi, je ne jette pas l'opprobre sur les professeurs. Je fais de l'information, je ne fais pas de la psychologie. Je raconte ce qui s'est passé. Il y a des professeurs qui ont manqué encore une fois, qui n'ont pas serré les coudes avec Samuel Paty, qui en avait besoin. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la fin de sa vie, Samuel Paty était seul. Il était abandonné de tous.
Il se savait menacé, il regardait lui-même sur son ordinateur et voyait que la menace avec les commentaires qui sont en dessous des vidéos sont terribles le concernant. Il savait que ça pouvait mal finir. Il demandera à certains de ses collègues de le raccompagner le soir, ce qui sera fait le lundi, le mardi, puis à partir du mercredi, on commence à oublier. Et puis à la fin, il habite pourtant qu'à 950 mètres. Il imagine donc de reprendre sa voiture. Tant pis si c'est bête de prendre sa voiture pour 900 mètres. Il imagine de prendre sa voiture. Mais il y a encore une affaire qui est terrible et que l'on révèle dans le livre. C'est que il faut, pour ouvrir la grille du collège, il lui faut un bip. Il a signalé que son bip ne marche plus. Personne ne lui a remplacé depuis des semaines que cela dure. Et pire que ça, aucun de ses collègues n'aura la présence d'esprit de lui dire « Samuel, prends mon bip, je vais aller me garer quelques jours à côté, c'est pas grave, c'est toi qui es menacé. » Non. Il y a beaucoup de collègues qui ont imaginé, enfin, collègues principaux également, qui ont imaginé qu'il fallait protéger le collège, mais oublier de protéger Samuel. Et on voit qu'il était menacé, qu'il se sentait menacé. Il avait pris, ça paraît dérisoire aujourd'hui, un marteau qu'il avait mis dans son sac à dos, sans doute pour se défendre. C'est terrible cette histoire, c'est terrible parce que j'en ai presque de l'émotion à raconter cela. C'est que ce marteau, c'est en plus, je l'ai appris depuis de la rédaction de ce livre, c'est un marteau que lui avait confié son père quand il était jeune, qui lui avait fait sa petite boîte à outils quand il était étudiant. Et ce marteau, c'est la seule chose, c'est la petite chose auquel il se raccroche, se sachant menacé. Il met un marteau dans son sac. Ça paraît absolument dérisoire face à la détermination des islamistes qui sont en face. Mais il n'avait trouvé que cela pour le protéger. Et ça, on peut dire que c'est terrible, quoi. Vous dites aujourd'hui, la laïcité est menacée dans l'enceinte des établissements scolaires. L'école a les deux genoux en terre et nous détournons le regard. Les politiques en premier chef. Alors on est maintenant sous Pap Ndiaye et c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment qu'il mène une guerre terrible à l'islamisme. Non, c'est-à-dire que, on l'a vu récemment, la première des choses que décide Pap Ndiaye, c'est que ce conseil supérieur des sages de la, non pas supérieur, mais le conseil des sages de la laïcité, il faut non plus se concentrer sur le respect de la laïcité, mais en faire une espèce de grand tout qui va aussi traiter des problèmes du racisme, de l'antisémitisme, et puis de l'acceptation de la diversité. Donc on voit bien qu'on est en train de détourner l'usage de ce Conseil des sages de la laïcité, qu'on est en train d'en faire un instrument idéologique, et que malheureusement, la réalité, c'est que l'association qui s'appelle l'Autonome Solidarité de solidarité laïque, qui est une vieille association qui a une centaine d'années, j'espère que j'écorche pas son nom, elle a fait une étude sur 29 000 enseignants. 29 000 enseignants à qui ont été demandés « Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la laïcité est menacée au sein de l'école ?» Et 55% de ces professeurs répondent que oui, la laïcité est menacée à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Et ce qui est terrible, c'est que 53% de ces professeurs disent qu'aujourd'hui, ils se sentent menacés aussi dans leur travail, en insécurité. Et un prof sur deux, 51% pour être précis, pense aujourd'hui à changer de boulot. Donc on voit bien que malheureusement, on a là l'occasion vraiment d'un grand chantier. Le grand chantier de l'éducation nationale devrait avoir lieu. C'est un chantier prioritaire. C'est très important de repenser la condition des professeurs et ses missions aujourd'hui. Si on ne veut plus que la laïcité soit une valeur cardinale en France, eh bien, faisons-le savoir. Mais ne laissons pas les professeurs avec comme mission d'enseigner les valeurs de la République, dont la laïcité, tout en ne leur donnant pas les moyens de pouvoir faire confortablement leur travail. Quand je dis confortablement, c'est pas financièrement, mais c'est juste d'une sécurité intellectuelle pour eux, de se savoir protégés par l'institution dans les objectifs qui sont donnés à ces professeurs. Trop de professeurs sont laissés livrer à eux-mêmes et c'est à eux de devoir être face à un islam radical qui a fait de l'éducation nationale un objectif. C'est le lieu où on fabrique les esprits, l'école. Donc c'est un
c'est un objectif, c'est une cible pour l'islam politique, on le sait, on a des tas de rapports là-dessus, et en face, on a une institution qui ne veut pas prendre de responsabilité et qui se contente de surtout qu'on ne fasse pas de vagues. Voilà, surtout ne pas faire de vagues. Et c'est pas, me semble-t-il, la manière correcte de traiter les enseignants que de les laisser livrer à eux-mêmes. Oui, Jean-Michel Blanquer, le précédent ministre de l'Éducation nationale, redoutait en fait ce drame. Donc il y avait bien une conscience au sommet de l'État des failles du système. Oui, et je veux dire que s'il y a une grande injustice, c'est que ce soit sous Jean-Michel Blanquer que ce drame ait eu lieu, parce que voilà un ministre qui savait que les valeurs de la République étaient atteintes au sein de l'école et qu'il fallait mettre en place des procédures pour protéger davantage, donner de l'aide aux enseignants, des procédures d'alerte notamment, avec ce qu'il a appelé signaler les faits d'établissement. Malheureusement, si on est tout à fait, je dirais, si on va jusqu'au bout de l'examen critique, il faut reconnaître que ces procédures sont lourdes, peut-être mal adaptées, peut-être qu'elles mériteraient d'être repensées et corrigées. Toujours est-il que dans le cas présent, dans le cas de l'affaire Samuel Paty, des signalements ont été faits qui sont remontés dans les différents échelons académiques puis au ministère, mais que ces plaintes, ces signalements n'ont pas trouvé d'écho. Je me souviens, malheureusement, il va pas être content que je raconte cette anecdote, mais je me souviens quand j'ai parlé pour la première fois à Jean-Michel Blanquer, il m'a dit que la première fois qu'il avait entendu parler de Samuel Paty, c'était le jour de son assassinat. Or, je lui ai fait remarquer qu'il y avait eu des signalements, ce à quoi il m'a répondu qu'il y avait entre 30 et 40 signalements par jour qui remontaient et que c'était compliqué de traiter tout cela. Mais si on fait des procédures d'alarme et de signalement qui ne sont pas traitées en face, et c'est la même chose au niveau du renseignement, je vais peut-être y venir, c'est là qu'il y a un problème. C'est que si on ne met pas les moyens de donner une suite à ces signalements, à quoi ça sert d'avoir des signalements ? Ça ne sert plus à rien. C'est la même chose dans le cas des renseignements dont j'instruis preuve à la pluie à quel point ils ont failli. Eh bien, il se trouve que d'abord, en ce qui concerne le criminel, Abdullah Kanzorov, l'assassin de Samuel Paty, il a été signalé à de très nombreuses reprises. Il a été signalé une quinzaine de fois. Le week-end précédent son assassinat, son projet d'assassinat, il est signalé encore 4 fois sur la plateforme Pharos. La plateforme Pharos est l'endroit où l'on est censé signaler la haine, où on est censé signaler les candidats au djihad, là où on signale l'antisémitisme. Bref, c'est là où se signalent les dangers potentiels qui peuvent arriver sur les uns ou sur les autres. Eh bien, rien n'a été tiré comme leçon de tous ces signalements. Les renseignements ont failli. Vous dites qu'entre juin et octobre 2020, il a envoyé 3000 messages sur les réseaux sociaux, dont une bonne partie était extrêmement significative. Mais bien sûr, mais c'est quelqu'un qui veut passer à l'acte. C'est un candidat au djihad. C'est quelqu'un qui a même envoyé des messages en Syrie à des groupuscules qui sont des groupuscules djihadistes, qui sont hors de contrôle de l'État syrien. Et il explique qu'il veut venir faire le djihad avec ses frères, etc. D'ailleurs, il n'intéresse pas tellement les Syriens, dans le fond, qui doivent le trouver certainement trop échauffé. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin, il n'ira jamais, il ne partira jamais en Syrie. Mais il y a encore quelque chose d'absolument incroyable, c'est qu'au moment où la menace se concentre sur Samuel Paty, on est à quelques jours de sa mort, les services de renseignement territoriaux, les RT 78, les renseignements territoriaux des Yvelines, qui dépendent donc de la DGSI, au moment où la menace se fait très précise et très violente, disent « Non, l'affaire est en cours, ça suit son chemin, pas grand-chose à redouter, on connaît ces islamistes, rien. » Et là, il n'y avait presque rien à faire pour sauver la vie de Samuel Paty. Il suffisait qu'un de ses fonctionnaires, qui est habilité à le faire, décroche son téléphone, appelle Samuel Paty et lui demande de rester chez lui, de partir en vacances, qu'on fasse simplement ce qu'on appelle une mesure d'éloignement. Ça ne nécessite aucune formalité administrative. Il n'y a pas besoin de remplir de dossier. Quand les renseignements sont au courant
qu'un individu est menacé, ils peuvent prendre d'initiative la décision d'éloigner de la menace un professeur, un journaliste menacé ou quoi ou qu'est-ce. Ça n'a pas été fait. De même que la protection policière n'a pas été enclenchée pour protéger Samuel Paty. Et vous savez ce qui est le plus terrible dans cette histoire, c'est que la seule protection dont le collège ait bénéficié, elle est dérisoire. C'est une patrouille de police municipale aléatoire. C'est-à-dire que, alors que le collège est ciblé, eh bien, la seule chose qu'on ait trouvé à demander, c'est patrouille donc municipale, donc non armée, qui passe comme ça, quand ils peuvent, devant le collège. Le jour du meurtre, le jour de l'assassinat, pardon, parce qu'il s'agit d'un assassinat, c'est prémédité, eh bien, le tueur, il arrive à 14h. Il va frapper à 17h. Pendant 3 heures, il va faire des photos, il va discuter avec les uns, il va demander aux collégiens « Est-ce que tu peux me dire, avec de l'argent, est-ce que tu peux me dire qui est Samuel Paty? Est-ce que tu peux me montrer qui est-ce? Je vais lui donner une leçon. » Ils disent, ils formalisent tout cela. Mais il n'y a personne pour simplement être devant le collège. Personne. Incroyable. Incroyable. Et alors évidemment c'est plus facile de refaire ce procès après les faits qu'avant, parce qu'on est devant une multitude, ces services, devant une multitude de risques potentiels, et c'est quand même un peu le problème. Alors restons sur Anzorov, c'est un Tchétchène qui est arrivé en France à 1 an, et qui tourne donc de la manière dont on vient de le voir. Ça pose la triple question de l'immigration, de l'intégration et de la surveillance qu'on vient d'aborder. Oui, bon, c'est clair que voilà, on est face à une famille qui est très problématique. C'est une famille qui pourtant a bénéficié d'une grande hospitalité de la part de la France, qui a bénéficié d'aide sociale. Le père d'Anzorov va trouver un métier, mais autrement, la mère, avec ses 6 enfants, va bénéficier des largesses de l'État. Mais il n'y a aucune espèce de sentiment de redevoir quelque chose à la France. C'est incroyable parce que quand ils vont apprendre que leur fils a tué, d'abord ils vont dire c'est de la faute des Arabes que fréquentait notre fils. Donc vous voyez un peu le genre. Et puis après, une fois qu'ils ont reporté la faute donc aux Maghrébins de la cité, si vous voulez, le truc le plus incroyable, c'est qu'ils ne vont pas rester en France, ils vont retourner en Tchétchénie. Et une fois qu'ils sont rentrés en Tchétchénie, d'abord, la dépouille d'Abdullah Kanzorov a été saluée comme le retour de l'enfant prodige en Tchétchénie. Il faut savoir que ça a été du niveau, non pas d'une funéraille nationale, n'exagérons pas, mais en tout cas de très jolies funérailles municipales, on va dire, et que par ailleurs, le père d'Abdullah Kanzorov a donné une interview à un influenceur russe et a dit que son fils s'était comporté en bon fils tchétchène, puisqu'il avait, il avait fait justice des offenses qui avaient été faites au prophète, et que tout cela, c'était la faute d'Emmanuel Macron, qui avait été agité des chiffons rouges et qui était finalement le seul responsable de ce qui était arrivé à Samuel Paty. On voit le degré de haine pour la France que cette famille a eu, et on peut être quand même extrêmement interloqué et choqué par cette violence intérieure que cette famille avait contre la France et ses différents représentants. Et qui rejoint la haine de la France qu'on constate dans beaucoup de zones en France. Malheureusement, il faudra un jour se demander pourquoi on n'arrive pas, ou pas assez, parce qu'il faut quand même dire que l'écrasante majorité des immigrés qui sont arrivés depuis 40 ans ont trouvé leur place dans notre société et compagnonnent avec nous, avec beaucoup, je dirais, de capacité et de bonne volonté. Mais il y a quand même des endroits en France où il y a des populations qui ne veulent pas s'intégrer et qui sont problématiques. On lira donc avec passion votre livre où vous détaillez tout ça. C'est un récit, c'est un suspense terrible et tout est vrai. Donc les derniers jours de Samuel Paty. Un petit mot avant de terminer, Stéphane Simon, sur votre nouveau média, parce que vous en lancez un tous les mois. Non, n'exagérez pas. Qui s'appelle Factuel et qui est donc porté par l'image de Christine Kelly. Christine Kelly et Dominique Rizet.
et Dominique Rizet. Quel est le but de Factuel? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et pourquoi est-ce qu'il faut s'abonner, hein, parce que ça fonctionne sur abonnement. Voilà, ça fonctionne sur abonnement. On est en ce moment en période de recrutement, c'est-à-dire que le site va ouvrir le 10 mai, mais il y a une première version qui est disponible pour voir les premières enquêtes de la rédaction. L'idée est d'enrichir les médias d'investigation, l'offre des médias d'investigation. Je trouve qu'en France, pour un ce pays sont de donc 68, essentiellement des grandes enquêtes. Ce sont des grandes enquêtes, ce sont des enquêtes qu'on ne voit pas ailleurs, c'est de l'information inédite, on ne parlera pas de ce dont on parle ailleurs, ou autrement, en tout cas on portera à la connaissance, c'est pour ça que ça coûte cher ce média, parce que les journalistes sont priés de ne pas recopier les dépêches AFP, ils sont priés d'aller chercher de l'information qu'on n'a pas lue ailleurs. Et je trouvais dommage, à titre personnel, et tous ceux qui se sont mis autour de la table autour de ce projet pensaient la même chose, on trouvait dommage qu'en France, dans un pays de 68 millions d'habitants, le monopole de l'investigation soit détenu par Mediapart, Cache Investigation et le Canard enchaîné. Il y a encore la place pour d'autres acteurs, d'autres journalistes qui ont envie de sortir des coups, qui ont envie de sortir des enquêtes, qui ont envie, et c'est ça le point commun en ce moment que j'ai entre le livre et l'actualité de Factuel.media, c'est que précisément, on pense qu'il faut faire des grandes enquêtes pour rendre compte du réel. Il faut sortir un peu du journalisme idéologique, des grands éditoriaux. C'est bien le journalisme d'opinion aussi, mais on en a beaucoup, actuellement on en a beaucoup, et on souffre un peu d'avoir pas assez d'enquêtes pour rendre compte. Voilà, merci Stéphane Simon de nous avoir accompagnés. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt.